Variation, la radio qui souffle. À l'ouest. Variation. En 2000, puis j'étais adjoint de Roger Lemaire également, avec René Girard et Bruno Martini. Et donc on a vécu en 2000 une année exceptionnelle avec ce titre de champion d'Europe. Et en même temps, j'avais la responsabilité de l'équipe à prime et également de la formation des entraîneurs. Vous êtes parti un peu quand même, puisque vous avez pris l'équipe du Sénégal. Oui. Tous ceux qui me connaissaient à ce moment-là étaient surpris que je parte, que je quitte la France. Mais c'était un besoin aussi de voir autre chose. Et puis, il y a un moment dans sa carrière où on est amené à prendre des décisions. Et c'est vrai que je suis parti en Afrique et au Sénégal. C'est un excellent souvenir. Je suis resté 3 ans là-bas avec beaucoup de convivialité, un football différent, une organisation différente, mais beaucoup de bons souvenirs. Lui était donc capitaine de l'équipe de France et moi entraîneur adjoint avec René Girard. Donc on s'est connus à ce moment-là et puis après chacun a suivi sa route et on s'est retrouvés en 2007-2008. Lui était consultant pour Canal, surtout pour les matchs français. Et moi, j'étais surtout sur les matchs anglais. Voilà. Et puis en début 2009, il m'a demandé de venir travailler avec lui, ce que j'ai accepté, tout de suite accepté. Donc c'est à sa demande. Oui. Ouais. Oui. Là, vous prenez, Didier prend en main l'équipe de Marseille. Voilà. Gros challenge. Oui. Finalement, ça passe relativement bien parce que les titres tombent. Oui, on est resté 3 ans et alors c'est vrai que les 6 derniers mois ont été un peu délicats, mais si on fait le bilan des 3 années passées ou des 3 saisons passées, c'est 6 titres. C'est 1 titre de champion de France, c'est 3 coupes de la Ligue et 2 trophées des champions. Donc ça fait pas mal en 3 ans. Et bon, Didier a amené tous ces titres à l'Olympique de Marseille après avoir été joueur. Et évidemment, quand on reste dans un club, à un moment, il y a une difficulté. C'est ce qui s'est passé sur la fin. Mais on a passé, on va dire, 2 ans, plus de 2 ans et demi de manière très, très fructueuse. Au niveau émotionnel, oui, évidemment, il y a le titre de champion d'Europe en 2000. Voilà, qui était aussi une joie immense. Mais là, on était devant un tel défi, surtout à 4 jours d'intervalle, quand on perd le match aller 2-0 et qu'on est au pied du mur et qu'il faut absolument gagner par 3 buts d'écart pour se qualifier. Voilà, émotionnellement, c'était vraiment fort. Oui. D'ailleurs, les images le montrent, non seulement sur le staff, mais sur les joueurs, la communion avec le public. Et tout ce que j'ai pu entendre depuis sur les réactions des gens, ils n'avaient pas vécu ça depuis très très longtemps. Il y avait eu auparavant d'autres bons matchs aussi. Il faut se rappeler ce qu'on avait fait en Espagne, où le match et surtout la deuxième mi-temps avait été d'excellente qualité avec vraiment une équipe dans tous les sens du terme. Et bon, on a eu la malchance de tomber dans le même groupe que l'Espagne, donc on était quasiment voué à finir deuxième du groupe, ce qui s'est passé. Et après, il y a eu ce fameux match contre l'Ukraine où le match aller a été raté, où les Ukrainiens nous ont, entre guillemets, giflés et on n'a pas su réagir. Et donc, il a fallu, le soir de la défaite et le lendemain, il a fallu digérer d'abord. Et puis ensuite, il y a eu un gros travail psychologique, un gros travail tactique aussi de préparation. Voilà, on sentait que le dimanche, le lundi, le mardi, petit à petit, la tension montait. Il y avait un défi formidable devant nous. J'avais aussi la sensation que l'Ukraine aurait beaucoup de mal à refaire 4 jours après un match d'une même intensité. J'avais la sensation aussi que les joueurs étaient capables de faire quelque chose de grand. Mais de là à gagner 3-0 et de refaire le retard à la mi-temps... on avait du mal à l'imaginer quand même. Et puis, ce jour-là, il y avait une force collective très, très forte, quoi, les joueurs étaient capables de renverser une situation. Et
Et il y a eu cette communion avec le public aussi dès le début du match, ce qui n'était pas gagné à l'avance. Et bon, après, les buts se sont enchaînés, les joueurs ont été exceptionnels dans l'intensité et dans l'état d'esprit. Ils ont exprimé ce qu'ils ressentaient pendant le match, après le match aussi. C'est extrêmement rare que les gens restent dans les tribunes. Rappelons-le, c'était un mardi soir, donc tout le monde travaillait le lendemain. Et donc les gens sont restés presque une demi-heure dans les tribunes à communier avec les joueurs. Il y a eu cette Marseillaise aussi qui a été chantée par les joueurs après le match, les tours de terrain. Enfin, on sentait qu'il s'était passé quelque chose de réel, de grand pendant ces minutes, parce que le défi aussi était exceptionnel, quoi. Au bout, c'était une Coupe du Monde, et c'était surtout une Coupe du Monde au Brésil. En 98, il y avait un super joueur qui s'appelait Zidane. Il y avait des meneurs d'hommes fantastiques comme Didier et d'autres. Laurent Blanc, oui. Et bon, là, c'est une autre génération. C'est une génération qui est aussi très créative. C'est une génération qui ne fonctionne pas de la même façon, qui a besoin d'un canal différent. Voilà, c'est très difficile de comparer. On ne va pas comparer non plus la génération de 98 avec la génération de 86 ou la génération de 80-86 avec la génération Copa-Fontaine. C'est très difficile de comparer les générations. Bon, ce qu'il faut, c'est sûr, c'est que le discours n'est pas le même aujourd'hui qu'il était il y a 15 ans. Et il faut donc s'adapter, nous entraîneurs, nous managers, il faut donc s'adapter à la situation. Donc on va se garder de tout triomphalisme. Il faut jouer les matchs, il faut les gagner. Il faudra d'abord jouer contre le Honduras le 15 Et on sait que c'est extrêmement important le premier match. Voilà, le premier, ça donne le ton. Et ensuite, il y aura la Suisse le 20 et l'Équateur le 25 dans ce formidable stade du Maracana à Rio. Voilà, c'est un stade mythique et évidemment, les joueurs en parlent beaucoup. Mais le premier, ce sera déjà le Honduras. C'est une équipe d'Amérique centrale. C'est une équipe qui est assez agressive, une équipe où il y a également des bons joueurs de foot, pas forcément très connus, mais il y a une logistique très, très importante pour la préparation de la Coupe du Monde, avec les stages qui vont précéder, avec tout ce qui est sur place aussi, le camp de base, etc. Enfin, ça fait pas mal de réunions et pas mal d'observations de matchs. Oui, ce qui sera aussi très important, c'est l'état de fraîcheur qu'auront les joueurs vers le 15-20 mai, quand ils auront fini leur championnat respectif. Ils ne finissent pas en même temps. Les Anglais finiront avant les Français, par exemple. Enfin, ceux qui jouent dans le championnat anglais finiront avant ceux qui finissent dans le championnat français. Voilà, l'état de fraîcheur sera très important. Il faut pas que normalement, l'idéal serait que les joueurs ne jouent pas trop, mais ça, on n'a pas de moyens de contrôler cela. On peut simplement les voir évoluer, mais ensuite, il y a leurs clubs respectifs qui décident ou pas, leurs entraîneurs respectifs qui décident ou pas de leur titularisation. Ça fait exactement 37 ans qu'il est venu me chercher dans mon petit village de Plomilio. C'était en 1976. Yvon Schmidt, qui est avec nous là, aujourd'hui, était présent. C'était le capitaine de l'équipe avec Sylvestre Salvi. Et donc voilà, c'était en 76 et aujourd'hui on est en 2013. Voilà, donc je ne veux pas dire que la boucle est bouclée, mais c'est quand même un gros clin d'œil que le président d'en avant de l'époque soit devenu président de la Fédération française de football après avoir été président de la Ligue nationale. Et moi, j'étais à l'époque un petit joueur amateur à Perros-Guirec. Et voilà, me voilà aujourd'hui avec l'équipe de France. Donc, ça montre le chemin parcouru, mais il faut rester humble devant tout cela, parce qu'un match de foot, on le voit contre l'Ukraine,
ça peut soit nous amener au Brésil, ou ça aurait pu nous amener dans le mur. Et puis et certainement à la clé une démission aussi. Probablement. Il y aurait eu, l'ambiance aurait été délétère, il y aurait eu beaucoup de changements probablement, et donc ça aurait été un énorme traumatisme pour le foot français. Et donc on voit qu'un match est capable de réconcilier, ou tout au moins une partie des Français avec l'équipe de France. C'est une petite ville de 8000 habitants qui est régulièrement dans le Gotha du football français, et qui, année après année, s'est construit avec des dirigeants qui ont pas fait de bêtises, voilà, qui ont su rester aussi les pieds sur terre, des entraîneurs, un groupe de joueurs. Voilà, on voit que l'état d'esprit demeure en avant de Guingamp. Et puis il y a de plus en plus de monde au match, et voilà, Guingamp restera toujours en avant. Il va pouvoir le dire encore mieux que moi, Yvon, mais c'est vrai, une équipe de copains. Je me souviens qu'on s'entraînait même à différentes heures. Quelquefois, on s'entraînait entre midi et 2. Et j'en profite pour rendre hommage à un excellent éducateur qui s'appelle Claude Perrard, qui habite toujours Trégastel. Et que j'ai eu comme entraîneur. C'est lui qui m'a formé, et vraiment, j'en profite pour lui rendre hommage. Claude Perrard. C'est d'abord une belle trouvaille d'être allé le chercher dans ce club. C'est pas évident du tout, et il symbolise bien ce qu'est en avance, c'est-à-dire qu'au niveau stratégique, c'est la recherche d'un bon football, d'un football collectif, et au niveau des relations humaines également, il est également très bon. Donc ça fait partie des entraîneurs qui montent actuellement, et les entraîneurs qui montent et qui ont des résultats, forcément, hein, ils sont demandés, mais j'ai l'impression qu'il ne veut pas gravir les échelons trop vite. Il en a déjà gravi beaucoup en peu de temps, et à chaque fois qu'il parle de l'aspect contractuel, il dit qu'il veut prendre son temps, et qu'il a signé en avance, et encore pour progresser. Et je trouve que c'est un très bon itinéraire. Il a toutes les qualités pour devenir un très bon. Il est déjà à un niveau, quand on est entraîneur en Division 1, déjà, c'est déjà beaucoup, et qu'on réussit à le rester. Parce que le métier est souvent critiqué, le métier d'entraîneur, et il faut, pour être entraîneur en Division 1, même dans d'autres divisions, il faut avoir une volonté animale. Il faut, pour résister à tous les chocs, parce que l'entraîneur qui perd un match est souvent seul, même s'il y a une idée de staff aujourd'hui qui est très importante. Il a besoin d'une grosse force de caractère, en dehors de toutes les compétences techniques, stratégiques, la capacité d'écoute, la capacité à motiver un groupe. L'entraîneur aujourd'hui, malheureusement, est souvent critiqué, et on ne se rend pas compte de toutes les qualités qu'il faut avoir pour résister. Il y a les différentes réunions à la fédération pour préparer la Coupe du Monde et tout ce qui concerne la logistique, l'intendance. Puis il y a aussi d'autres rendez-vous à la fédération. Ça peut être par exemple la présence à une assemblée générale de la fédération, comme ça a été le cas au mois de décembre. Ça peut être des réunions avec les différents partenaires. Bon, ça va au-delà de l'équipe de France. Il faut se préparer sérieusement, et il faut avoir la volonté de passer ce tour, évidemment. La volonté d'aller le plus loin possible, mais tout en gardant beaucoup d'humilité et beaucoup de mesure. Didier a un œil sur tous les joueurs sélectionnables. Après, c'est évident que ceux qui étaient là contre l'Ukraine ont marqué des points, c'est évident. Mais la Coupe du Monde, ou le choix des 23 joueurs, ça sera au mois de mai, donc il reste encore 4 à 5 mois d'activité intense, avec beaucoup de matchs, des matchs de championnat, des matchs de Champions League, des matchs des différentes coupes.
Donc voilà, la réflexion peut encore évoluer. Il peut y avoir des joueurs qui subitement deviennent très très bons sur le terrain. Voilà, on n'est qu'au mois de décembre, c'est encore un peu difficile aujourd'hui d'aller un petit peu plus loin, mais ce qui est certain, c'est que le staff de l'équipe de France a l'œil partout. Il faut une équipe de France qui soit généreuse, une équipe de France avec un état d'esprit remarquable et surtout une équipe de France, j'allais pas dire qui gagne, mais une équipe de France qui apporte de l'émotion aux gens. Et si on arrive à faire tout cela, la victoire sera pas loin. Un favori pour le Ballon d'Or ? Ribéry, parce qu'il le mérite. Il le mérite. C'est extrêmement rare qu'un joueur puisse gagner autant de titres en une année et réussir à gagner le championnat d'Allemagne, la Coupe d'Allemagne, la Champions League, qui est l'épreuve reine, le championnat du monde. Enfin, il a tout gagné en une seule saison. Il a marqué énormément de buts, énormément de passes décisives. Il est le meilleur joueur dans la meilleure équipe, le Bayern de Munich. Donc ce serait une suite logique qu'il soit récompensé par le Ballon d'Or. N'oublions pas qu'il a déjà eu le titre de meilleur joueur européen qui a été décerné par l'UEFA et Michel Platini. Donc ce serait la consécration pour lui et ça amènerait, ça le boosterait encore plus pour la Coupe du Monde. C'est un affectif, d'abord c'est un super joueur de foot. Ensuite c'est un affectif, c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de convivialité autour de lui. Et puis, c'est vrai que dans un groupe, il amène beaucoup de sourires.